occidental a perdu son courage civique, à la fois dans son ensemble et singulièrement. Alexandre Solzhenitsyn, 1978, c'est une citation que Alexandre Solzhenitsyn, qui est tirée de son discours à Harvard. Il a émigré, enfin il a été forcé à l'exil quelques années plus tôt. Et donc c'est un discours où que le monde occidental regarde, et le monde occidental espère que Solzhenitsyn va le remercier de l'accueillir. Et Solzhenitsyn prend un peu cet exercice à contre-pied et parle de cette crise, de cette perte de courage. Ce que cette citation m'inspire, c'est surtout le fait qu'il est évident que le monde occidental traverse une crise qui est une crise extraordinairement longue et dont d'ailleurs, et ça c'est un sujet de débat extraordinaire parmi les penseurs, les intellectuels, les philosophes, de savoir qu'est-ce qui s'est passé en fait, à quel moment le monde occidental a pris un mauvais tournant. Qu'est-ce qui, dans la modernité, a fait que quelque chose s'est perdu dans la vocation extraordinaire qu'a été l'Occident pour le monde entier pendant très longtemps. La question est de savoir est-ce que c'est une mort ou est-ce qu'il y a une possibilité de résurrection. Je pense que Solzhenitsyn est aussi définitif parce qu'il veut créer aussi un appel. Il espère aussi électrocuter cet Occident pour qu'il renaisse. Et bien sûr que nous vivons en Occident une crise, qui est une crise métaphysique depuis très longtemps, que la mort de Dieu n'a pas aidé, que le retour de Dieu n'a pas résolu. Maintenant, il faut espérer, et bien sûr qu'il faut espérer qu'une renaissance est possible. Et surtout, il faut y travailler. Anastasia Colosimo, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation au milieu de vos pérégrinations mondiales. Vous êtes devenue une voyageuse hors pair, vous l'avez souvent été. Et j'aimerais bien retracer assez vite votre parcours, qui ne s'arrête pas du tout à cette émission, puisqu'il va continuer, vous êtes déjà sur le départ. Vous avez 3 passeports, un passeport russe, un passeport français et un passeport américain. Vous avez grandi jusqu'à l'âge de 6 ans en langue russe, puis parcours académique assez parfait, Henri IV, Hippocagne, classe prépa grandes écoles, littéraire, philosophe, vous faites un doctorat sur la question de la parole, du blasphème. Vous avez écrit ce livre qui est paru aux éditions Stock en 2016, Les bûchers de la liberté, après les attentats de Charlie Hebdo, sur le blasphème justement. Et puis, vous êtes parti faire de la communication aux États-Unis. Vous êtes revenu au cabinet du président Macron pour vous occuper de la communication sur les questions internationales. Et vous êtes parti de ce cabinet à l'Élysée au début de l'année dernière et vous voilà maintenant sur les routes pour vendre des infrastructures françaises, européennes dans des pays après la guerre, émergents, pour le compte d'une entreprise privée qui s'appelle Ellipse. C'est parfait. Alors, j'ai une première question. Votre prénom en grec, ça veut dire à la fois renaissance et résurrection. Est-ce que l'une des 2 traductions vous convient mieux en ce moment ? Oui, alors bon, en fait, c'est la même chose. Pas vraiment. Pas vraiment. Mais disons qu'en tout cas, dans ma compréhension, parce que c'est un prénom effectivement grec, c'est un prénom chrétien, et c'est vraiment la fête de la résurrection, l'icône d'ailleurs de la résurrection qu'on connaît dans le style byzantin du Christ qui marche sur les tombes, qui écrase les tombes, qui craque sous ses pieds, et d'où les corps se relèvent. Et Anastasis, donc c'est vraiment la résurrection, c'est la grande fête chrétienne, c'est la grande fête orthodoxe par excellence, puisque dans l'orthodoxie, contrairement au catholicisme, la grande fête de l'année, c'est vraiment Pâques, et moins Noël. Et donc j'ai toujours considéré que c'était vraiment une chance incroyable De s'appeler résurrection. Exactement.
J'ai toujours trouvé que c'était vraiment, ouais. Est-ce que vous diriez que vous avez plusieurs vies? Parce que les articles faciles vous décrivent un peu comme ça, comme une femme qui a plusieurs vies. J'ai une immense soif de vie et de compréhension et de vivre des choses différentes et de comprendre les choses différemment et d'être confrontée à la difficulté, aux défis. À chaque fois que j'ai l'impression que je suis arrivée quelque part, de m'inventer un nouveau défi, de vraiment jamais, toujours... Vous reposez, jamais vous reposez, ouais. vous posez là. Et ça procède d'une inquiétude? Non, je pense que ça procède d'une immense curiosité. Et donc, à la fois, j'ai eu plein de vies, dans le sens où j'ai eu quelques expériences professionnelles déjà, qui étaient assez différentes, et en même temps... Vous commencez à être prof à 25 ans, à Sciences Po, de théologie politique. Enfin, c'est vrai que quand on lit votre biographie, on se dit, il y a eu des jalons assez étonnants, très tôt, dans votre vie. Oui, en fait, déjà, j'ai eu une chance incroyable, parce que j'ai été élevée par des parents exceptionnels, et j'ai justement envie environnement... de vous cadrer là-dedans. Donc, il y a 4 enfants. Vous êtes la 3e. Votre père est Jean-François Colosimo est le directeur des éditions du Cerf, aujourd'hui chez les Dominicains, mais c'est aussi un théologien. Et il est issu d'une famille d'ouvriers calabrais. Et votre mère, elle, russe, donc ne parlait pas français quand vous êtes née. Elle est issue d'un milieu russe, d'un côté juif et de l'autre côté cosaque. Et elle part aux États-Unis en 72. Et elle suit votre père et elle revient en Europe avec vous sous le bras. Donc c'est un couple inattendu qui se parle dans une langue étrange qui doit être l'anglais. Oui. Donc vous, petite, vous baignez dans cette espèce de cosmopolitisme. Et ce qui vous unit, c'est, vous diriez, cette question de l'orthodoxie, la foi, un ancrage dans cette tradition-là? Oui, ça c'est certain. C'est certain. Et puis des engagements qui sont très forts. Si ma mère est partie en 72, c'est parce que mes grands-parents étaient tous les deux dissidents anti-soviétiques. Yuri et Véronika Stein. Qu'ils se sont engagés dans la dissidence anti-soviétique auprès de Solzhenitsyn. Et donc, ils ont quitté la Russie parce que c'était sinon le goulag. Et donc, ils ont pris le chemin de l'exil de manière forcée, de manière d'ailleurs très difficile, hein, comme tous ces destins du XXe siècle brisés par l'histoire terrible du XXe siècle. Et donc, ma mère, très jeune, déjà, a été confrontée à l'histoire avec un grand H. Elle a été traversée par l'histoire. Et elle a rencontré, l'orthodoxie aux États-Unis. C'est le cas aussi de mon père, donc, dont la mère est française et le père calabrais, et qui a rencontré aussi l'orthodoxie plus tard, lorsqu'il était un jeune homme. Et il allait faire ses études de théologie aux États-Unis. Et donc, il y a déjà, je pense qu'il y a une grande liberté chez l'un comme chez l'autre. Une manière un peu de défier les frontières dans tous les sens du terme, les frontières secouer le sens, et puis même les frontières du monde. Enfin, on voyageait pas. Enfin voilà, voyager c'était quelque chose. Maintenant, tout paraît facile, mais enfin, quand vous venez d'un endroit, traverser le monde, se retrouver sur un nouveau continent, apprendre une nouvelle langue, c'est jamais simple. Et c'est d'ailleurs encore le destin de beaucoup de personnes aujourd'hui. Et c'est difficile. C'est très difficile. Donc ça se faisait par le mental, parce qu'ils avaient cette espèce de capacité à être curieux depuis le point où ils étaient, sans voyager de façon frénétique physiquement. Ils rentraient dans des réalités autres. Oui, bien facilement. Sûr. Bien sûr. Enfin, du côté de ma mère, ils ont été forcés. Du côté de mon père, je pense qu'il y avait une curiosité immense. Et puis, il y avait une rencontre. Et donc, tout ça fait que, dès le départ, il y a eu quand même... Moi, j'ai eu l'extraordinaire chance de naître dans ce vent de liberté, en fait, où tout était possible, en fait. On pouvait à tout moment traverser 5... Et aujourd'hui encore, tout est possible pour vous, Anastasia Colosimo? Oui, bien sûr. Mais je pense que 35 ans, rien n'est fermé. Non, je pense que rien n'est fermé. Alors, je pense qu'avec l'âge, ça va devenir compliqué de faire de la physique nucléaire, parce qu'il aurait dû s'y prendre plus tôt. Un tout petit peu plus tôt. Mais même la physique nucléaire, pourquoi pas un jour. Mais non, je pense que il faut dire que tout est possible. Et d'ailleurs, l'époque rend aussi à la fois... Alors, il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus compliquées et d'autres choses qui sont plus faciles. Mais il y a aussi plus la vision du fait qu'on peut faire plein de choses différentes dans sa vie. Et vous diriez que vous êtes une citoyenne du monde enracinée ou du monde vraiment fluide, où on passe d'un espace à un autre? Vous êtes... voilà, à quoi vous tenez le plus? Qu'est-ce qui vous enracine dans le réel? Non, déjà, je me sens quand même extraordinairement française. Enfin, je suis née ici, j'ai grandi ici, c'est ici que... Voilà, je suis française.
Et puis, j'ai eu quand même l'immense honneur de servir le président de la République, de servir la France. Et d'ailleurs, j'ai senti à ce moment-là à quel point c'était important et structurant. Et que c'était votre place ? Et que c'était, oui, vraiment que c'était ma place. Mais pour autant, ces autres origines, je l'ai toujours plutôt vécu comme une très grande richesse, mais aussi une compréhension. Et je pense que ça donne une compréhension aussi assez intéressante de la manière dont fonctionne le monde. Et de se dire que, voyez, l'intérêt de prendre l'avion, par exemple, ce que j'ai fait il y a pas très longtemps, d'aller en Syrie, ou d'aller en Irak, ou d'aller au Kazakhstan, ou en Ouzbékistan, ou en RDC, c'est d'arriver et de confronter le réel à tout ce que vous êtes imaginé pendant que vous étiez dans l'avion. Et de se rendre compte qu'en fait, le monde est toujours tellement plus compliqué que ce que vous Et vous avez sentez dit. que vous avez une souplesse intérieure pour absorber à chaque fois, vous adapter aux autres, ou vous arrivez avec tout ce que vous êtes et vous êtes plutôt observatrice de la scène en face de vous ? Non, c'est alors une vraie moi, question que je vous pose. Ouais. Non, moi, je m'implique. C'est-à-dire que vous mettez vos pieds nus, vous mettez votre voile, vous vous rentrez dans le contact avec ces personnes, comme si c'était vos frères à ce moment-là. En fait, c'est quand même dans un cadre assez professionnel. On vient pour vendre, donc avec Ellipse, Mais c'est de la des diplomatie. infrastructures, mais c'est de la diplomatie, etc. Mais ensuite, il est évident que quand vous voulez satisfaire le besoin de quelqu'un, vous devez comprendre de quoi il a besoin, pourquoi il en a besoin, comment. Et d'ailleurs, même comment est-ce que, si on n'a pas. Vous voyez, comment est-ce que vous allez lui montrer qu'il en a besoin. Donc, en fait, l'exercice commercial, qui souvent d'ailleurs est un peu, vous voyez, décrié. Bon, mais en fait, c'est un exercice hyper subtil. Mais parce qu'en fait, c'est le cœur de la compréhension de l'autre. C'est-à-dire que si, vous voyez, essayez de convaincre quelqu'un de faire quelque chose avec vous, c'est le comprendre de l'intérieur, et donc ça force à sortir de soi. Ensuite, ce qu'on voit aussi, c'est quand même, et ça, c'est l'aspect aussi plus méditatif pendant tous ces déplacements, c'est que c'est un monde qui est aussi dévasté par les guerres, dévasté par les inégalités. C'est un monde aussi, et vous voyez, il y a là quelque chose d'assez paradoxal, c'est-à-dire qu'il n'a jamais été aussi facile de voyager sans doute qu'aujourd'hui, et en même temps, on voit aussi les désastres causés par la mondialisation. On voit aussi, et vous m'avez donné au début une citation sur l'Occident, le fait qu'on n'est plus toujours aussi bienvenu qu'on aimerait l'être partout dans le monde, et que donc nous aussi on doit se battre pour raconter une nouvelle histoire, pour continuer aussi, vous voyez, à apporter quelque chose, à attirer même une curiosité pour nous, parce que c'est ce qui existait avant, et comme notre regard sur nous-mêmes aussi, c'est aussi beaucoup déconsidéré. Finalement, on ne prête qu'aux riches, c'est-à-dire qu'on est attiré par des personnes qui sont heureux d'être qui ils sont. Et donc, c'est vrai que l'occidental terne et fatigué, surchargé d'injonctions contradictoires, eh bien, il n'attire plus, en effet, les personnes qui, finalement, ils font leur développement ailleurs que dans notre modèle. Confronté sur le terrain, c'est vraiment une espèce de... vous voyez, il y a une lutte tellement extraordinaire de puissances qui sont tellement, en ce moment, plus puissantes et plus en expansion que nous, qu'il y a une vraie lutte à mort pour la reconnaissance de soi. Vous parlez de la Chine, de l'Inde ? Oui, bien sûr, de la Chine, de l'Inde, des États-Unis même. Enfin, qui sommes-nous dans cette espèce de... Voilà, on est pris en sandwich entre les États-Unis et la Chine. Il y a toutes ces grandes puissances émergentes que sont l'Inde, mais même en Amérique latine, le Brésil, et même, je vais vous dire, à l'export, les Turcs, les Coréens. Vous voyez, donc en fait, on arrive et on doit se faire valoir, on doit expliquer qu'on a encore notre mot à dire, qu'on a encore des choses à faire, qu'on a encore du savoir-faire, que par ailleurs, ce savoir-faire, on sait le faire pas trop cher, parce que dites donc, qu'est-ce que c'est compétitif, parce que les autres vont plus vite, ont plus de main, etc. Donc vous voyez, il y a énormément Et donc là, vous rentrez dans une lutte qui est à la fois ultra concrète, c'est-à-dire que voilà, nous, on veut construire un hôpital, bon bah mince, les Chinois, tac, les Turcs... Et vous observez et en que même vous êtes temps, en compétition. On est en compétition permanente contre le monde entier, donc c'est à la fois très concret, et en même temps, derrière, il y a du politique. Parce qu'aujourd'hui, on peut faire valoir le fait qu'il y a des pays qui, justement, ne veulent pas se rendre trop dépendants, par exemple, de la Chine. Il y a des pays qui ne veulent pas rentrer dans des dépendances trop fortes vis-à-vis de certains partenaires, ou qui veulent diversifier leurs partenariats. Et c'est là-dessus qu'on doit jouer. Donc, vous voyez, c'est à la fois ultra concret, en même temps très stratégique. Et pour nous, France, c'est à la fois, effectivement, ultra stratégique, parce qu'il en va de l'influence de la France, parce que si vous êtes à l'autre bout du monde et que vous allez vous faire soigner dans un hôpital français, pour vous, la France, ça veut dire quelque chose. Et en même temps, comme je vous le disais, donc
très stratégique et très concret pour la France, parce que c'est aussi ce qui fait fonctionner l'économie française, c'est la capacité que nous avons, nous, de nous exporter dans le monde, puisque le marché est ainsi fait qu'on doit trouver partout maintenant des points d'entrée. Moi, je vous sens très loin de la théologie politique, donc je suis ravie que vous veniez vous installer là. On va parler de votre vie d'avant. Anastasia Colosimo, merci d'être même venue jusqu'à ce canapé. Vous avez travaillé 2 ans auprès d'Emmanuel Macron à l'Élysée. C'était comme une sorte de grande un tourbillon, j'imagine, d'informations, d'influence, de besoin de répondre rapidement à des questions très complexes. À quelles conditions, à votre avis, on peut garder un cap politique dans cet exercice du pouvoir aujourd'hui, au XXIe siècle ? Alors, je dirais qu'il y a plusieurs questions dans la question, quand même. Ce qui est certain, c'est qu'en fait, déjà, on s'habitue à tout. On s'habitue à tout, et donc, en fait, si on travaille assez, au bout d'un moment, on sait, voyez, un peu différencier les choses importantes des choses pas importantes. Donc, c'est plutôt, vous voyez, l'expérience, en fait, l'expérience, quand même, donne énormément. Et ensuite, il y a aussi quand même une forme de calme qu'il faut avoir. Alors c'est ça dont on parle. Voyez, comment garder ce calme quand on est assiégé de toutes parts? Je pense qu'il y a du... Enfin, moi, en tout cas, je l'ai vu chez le président de la République. Il y a quand même une... Enfin, déjà, encore une fois, je pense que l'expérience donne de la force, et puis ensuite il y a le caractère, c'est-à-dire il y a le fait de justement ne pas se laisser submerger, le fait de continuer à, comme je vous dis, voir où sont les priorités, de quoi on doit s'inquiéter tout de suite, de quoi on doit s'inquiéter après, de quoi on ne doit pas s'inquiéter beaucoup. Et c'est vrai que c'est très difficile parce que singulièrement quand vous êtes à la communication, effectivement le flow, il est absolument monstrueux. Et d'ailleurs, je trouve que de ce point de vue-là, c'est très difficile pour les gens, mais même pour moi. Alors, quand c'est votre travail, quand vous êtes à la communication internationale de l'Élysée, il y a un système, vous voyez, de remonter des informations qui déjà... Mais vous faites barrage pour protéger son calme à lui, non ? Ensuite, oui et non, parce qu'en fait, les informations arrivent de partout. Et j'allais vous dire, c'est très difficile, en fait. Vous voyez, quand vous n'avez pas une machine à vous qui déjà peut vous prioriser, etc., le flot est permanent. Et non seulement le flot est permanent parce qu'il y a un nombre de canaux absolument extraordinaire. Et la poche qui vibre. Exactement. Et puis les gens qui disent « Ah mais t'as pas vu, t'as pas compris, t'as pas lu. » T'as pas lu le Time, le Times of India. Effectivement, il y a... Et par ailleurs, il y a énormément de choses qui se passent, c'est vrai. Oui. C'est-à-dire que on a plus d'informations, mais le monde va aussi plus vite parce qu'il y a plus d'interactions, parce qu'elles ne sont plus délimitées par les différences géographiques. Et donc, effectivement, il y a une impression d'emballement absolument extraordinaire. Et puis, il y a des hommes politiques qui présentent beaucoup de constance. Ça peut être, par exemple, Vladimir Poutine. Des hommes politiques qui présentent beaucoup d'inconstance. Ou en tout cas une certaine inconstance, c'est Donald Trump. Et donc effectivement, alors peut-être que ce que vous avez pris pour content le matin n'est plus tout à fait vrai le soir, mais de manière générale, il se passe énormément de choses. Et donc moi, je comprends aussi que pour les gens, mais moi la première, il y a un moment, en fait, on ne sait plus où donner de la tête. C'est-à-dire que si c'est pas votre travail, oui. Et que vous avez un travail par ailleurs, c'est difficile de comprendre. Oui, mais vous répondez pas à ma question. Est-ce que le charisme d'un président, c'est celui de justement être capable de garder ce calme et cette juste distance à l'égard de ce réel qui assiège et qui justement emporte toutes les réflexions, en fait, la profondeur d'une réflexion, ou est-ce qu'au contraire, c'est d'être très réceptif à tout et d'avoir une capacité presque organique à trier? Non, mais vous allez être hyper déçu, mais je vais vous dire les deux. Oui. Enfin, il faut, mais vous avez un peu de cette graine-là ou pas? Est-ce que vous pourriez vous-même faire de la politique? C'est-à-dire que c'est une question que vous n'attendiez pas. Voilà, parce que la façon dont vous le décrivez me laisse entendre que ce serait peut-être une de vos qualités possibles. Non, je ne sais pas. Vous y avez pensé? Bien sûr qu'on pense toujours à s'engager, bien sûr qu'on a... Vous et je pense que le fait d'avoir
pu servir le président de la République, c'était une manière de m'engager et de faire de la politique, parce que vous ne faites pas de la politique de manière... vous n'êtes pas un personnage public, vous n'êtes pas élu, et d'ailleurs ça, il faut quand même toujours le garder en tête, mais vous servez le président de la République, vous servez la France, et donc vous vous engagez, et par ailleurs, sur les questions internationales, le président de la République a une ligne, et donc il faut tenir cette ligne. Et moi, je l'ai vécu de l'intérieur. D'ailleurs, quand je suis arrivée, la question de l'Ukraine était quand même, évidemment, elle est encore au cœur de notre travail à l'international. Oui, c'était vraiment au cœur. Il y a eu la question des troupes au sol et c'était des moments qui étaient très difficiles où on a été énormément attaqués. D'ailleurs, quand je dis attaqués, il y a eu des attaques informationnelles des Russes. C'était vraiment, mais tous les jours, c'était quasiment du harcèlement. Il y avait aussi le fait de vouloir garder les Européens ensemble. Est-ce que vous avez été piqué par le virus de la diplomatie? Vous auriez aimé vraiment, par exemple, être nommé au Quai d'Orsay? Est-ce que vous auriez voulu, vraiment, en tant que personne, proposer une vision du monde différente, la vôtre? Je ne saurais pas vous répondre. C'est difficile comme question. Ouais, c'est difficile comme question. Je pense que c'est jamais fermé. Mais ça vous titille, je pense. Longue. Ouais. Oui, la vie est longue. Ensuite, j'ai pris d'autres sortes d'engagements et je considère que d'ailleurs ce que je fais aujourd'hui... Dans le privé, absolument. A un volet diplomatique. Bien sûr, il y a un énorme volet diplomatique. Défendre la France à l'export, c'est éminemment politique. Ça n'épuise pas le politique du tout, le commercial, mais c'est un sujet énorme d'influence. Donc moi, ce qui m'intéresse aussi, c'était de voir tous les aspects. Et auprès du président, j'ai eu la chance de voir ces aspects-là vraiment purement diplomatiques, militaires, dans un moment de crise extraordinaire, dans un moment aussi où il y avait un rôle à jouer pour la France, où la France joue un rôle aujourd'hui quand même en Europe. Je vous le disais sur l'Ukraine, c'est fondamental. Donc évidemment que ça titille toujours. Anastasia Colosimo, dans cette réflexion que vous avez quand même bien poursuivie, élaborée sur la question de la liberté de penser, du blasphème, enfin toute cette problématique qui vous a occupé presque 5-6 ans pour votre thèse, et puis après vous êtes devenu prof de théologie politique. Est-ce que vous avez réussi à identifier le point de bascule pour l'Occident qu'a été l'athéisme qui est arrivé et qui est devenu... La laïcité, on pourrait dire, mais quelque chose de plus fort que la laïcité, parce que la laïcité, elle date du début du XXe siècle, dans cette séparation de l'Église et de l'État, mais vraiment cette idéologie selon laquelle le monde est vraiment au niveau dans lequel on le voit, on le constate, il n'y a pas une verticalité, on est dans l'horizontal. Est-ce que vous pensez que c'est ça le point de bascule? Mais alors là, vous ne pouvez pas me faire plus plaisir, parce qu'en fait, c'est tout l'objet de mes recherches pendant des années, et c'est le cours que j'ai eu la chance de donner à Sciences Po, qui était un cours d'introduction de la théologie politique. Il y a cette matière qui s'appelle la théologie politique, et en fait, dont la question fondamentale est de savoir d'où vient la modernité, qu'est-ce qui s'est passé dans la modernité, en fait, qu'est-ce qui nous est arrivé. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on est passé de l'ancien monde, c'est-à-dire du monde de la transcendance, de l'hétéronomie, au monde moderne, et exactement comme vous le dites, de l'immanence et de l'autonomie, de l'homme autonome, etc. Vous l'identifiez quand? Et alors, ce qui est extraordinaire, et c'est un débat, mais bon, il nous faudrait des heures, des jours, comme vous l'avez beaucoup travaillé, j'espérais qu'il y aurait 3 minutes sur cette réponse. Il y a énormément de débats. Vous voyez, il y a des gens qui vous diront c'est l'humanisme, parce qu'en fait, c'est le début du fait qu'on a mis l'homme au centre. Donc on est 16e, 16e siècle. En fait, c'est plus tard. Peut-être que ça vient avec la révolution industrielle. Bon, donc en fait, il y a beaucoup mais pour vous, est-ce que vous avez identifié un point de bascule qu'on n'a pas vu tous? Moi, je pense qu'il y a quand même un moment, un tournant. Je pense qu'il y a un tournant qu'il faudrait déterminer, mais en tout cas, je peux vous donner le tournant conceptuel. C'est qu'il y a un moment, en tout cas, en Occident, où on a décidé qu'il y avait une contradiction entre la foi et la raison. Et ça s'est fait dans les textes, ça s'est fait par plusieurs auteurs, d'ailleurs. On peut dire que ça a commencé... Les Lumières? Oui, non, avant, chez saint Thomas, mais bon, c'est pas. Ça, c'est surtout ensuite, il y a eu des cristallisations de ça extrêmement fortes avec la réforme protestante. Mais en tout cas, il y a l'idée qui mûrit un moment en Occident d'une contradiction entre foi et raison, et qui d'ailleurs fait que les Occidentaux sont très souvent attirés par l'Orient, parce que justement, cette contradiction-là, cette sécularisation n'a pas existé en Orient. Il y a une continuité parfaite. L'Orient reste un monde, je dirais, pour parler en termes religieux mystiques ou pour parler en termes séculiers magiques. C'est-à-dire, c'est un monde, en fait, où le fait de raisonner ne vous empêche pas d'avoir la foi. Et où, en fait,
la philosophie n'épuise pas tout, la théologie prend le relais, mais pour parler là en termes séculiers, tout n'est pas politique. L'amour, la poésie échappent aux politiques. Et donc, vous voyez, là, c'est des mondes qui... Mais par ailleurs, c'est la crise qu'on a vécue aussi, je pense, très fortement au XXe siècle. Tout est politique, qui est du marxisme, qui ensuite sera traduit d'ailleurs aussi, enfin, tant à gauche qu'à droite, hein, est un mal pour nous énorme, parce que justement, il nous empêche de trouver ces zones de mystère qui sont le secret de l'humanité et son essence même. Et ça nous rend démunis ou pas devant justement la résurgence du religieux politique, l'islamisme radical, vous voyez, même le messianisme d'un Israël, de Netanyahou, vous voyez, tout ça. Est-ce que nous, l'Occident, qui avons justement tellement rationalisé ce rapport au monde, nous a fait perdre nos armes, nos outils pour analyser cette nouvelle donne géopolitique? Je pense que ça nous tétanise un peu, parce qu'effectivement, c'était pas le sens que nous avions donné à l'histoire, singulièrement la France d'ailleurs, puisque on a annoncé plusieurs fois la mort de Dieu, la fin du religieux, la sortie du religieux. Enfin, je veux dire, l'affaire était empaquetée. Et c'est vrai que face au retour du religieux, il y a eu, vous voyez, tout d'un coup, il y a eu un moment de sidération quand même. Et je pense qu'en France, on a été plus sidérés qu'ailleurs parce qu'on avait fait plus de chemin. D'ailleurs, vous voyez, vraiment, le côté anti-religieux avait énormément avancé depuis la Révolution française. Mais par ailleurs, ça a sidéré un peu le monde entier parce que le mouvement était plutôt vers la déreligiosation. Notre réaction aujourd'hui? Notre réaction aujourd'hui, je dirais qu'il y a un peu de plans. Il y a un plan individuel. Je pense qu'individuellement, il y a une crise métaphysique qui est liée au fait que la modernité n'a pas apporté toutes les réponses qu'elle devait nous apporter. Et elle n'a pas, vous voyez, rempli ses promesses. Étancher les soifs. Étancher les soifs. Et donc, du coup, bon, si vous n'avez pas accès à de l'eau, vous pouvez aller chercher d'autres. Bon, vous voyez, donc, ça n'a pas étanché les soifs et ça a créé du vide. Et la nature a horreur du vide. Donc ça, c'est sur un plan individuel. Et ensuite, sur un plan mondial, rien n'est encore résolu. Le religieux avance en fait énormément, partout et de manière souvent erratique. Et il vient dans une forme, les philosophes puristes vont hurler, ils auront raison, mais dans une forme marxiste, c'est-à-dire d'une politisation féroce de la question religieuse, qui est épuisée de sa métaphysique, épuisée de sa foi, et qui est juste une projection un peu délirante sur le monde, mais qu'on peut retrouver aujourd'hui dans un tas de pays, y compris dans les discours messianiques d'un Poutine, par exemple. Mais c'est passionnant, Anastasia Colosimo. Je veux absolument que vous nous donniez une interview écrite sur ce sujet, parce qu'on ne peut pas épuiser les charmes de cette réflexion en mouvement et assez hétérodoxe que vous avez, et qui est paradoxalement hétérodoxe, parce qu'elle est assez out of the blue tout le temps. Et donc ça, c'est merveilleux. Je vous remercie infiniment d'avoir accepté notre interview, et qui est trop courte. Et je vous dis à très bientôt. Alors. Merci. Au revoir, Anastasia Colosimo. Merci.